La banane est aujourd'hui le fruit tropical le plus consommé sur la planète. Chaque année, plus de 120 millions de tonnes de bananes sont produites dans le monde, ce qui en fait l'un des aliments les plus cultivés et les plus échangés à l'échelle mondiale. On la retrouve sur tous les continents, dans les marchés locaux comme dans les grandes chaînes de distribution internationales, preuve de son importance dans l'alimentation humaine. Le plus grand producteur mondial de bananes est l'Inde, avec environ 30 millions de tonnes par an, suivi par la Chine qui en produit près de 12 millions, puis par l'Indonésie avec environ 7 millions de tonnes. Ces pays disposent de vastes zones tropicales et subtropicales où les conditions climatiques sont idéales pour la culture de cette plante exigeante. Le Brésil occupe une place majeure dans cette production mondiale. Il est le premier producteur des Amériques et le quatrième au monde, avec environ 6,5 millions de tonnes de bananes produites chaque année. Mais derrière ces chiffres impressionnants se cache une organisation agricole complexe. Alors comment des millions de tonnes de bananes sont-elles cultivées, récoltées, triées et préparées avant d'arriver jusque dans nos cuisines? Aujourd'hui, nous allons suivre l'intégralité de ce parcours, depuis la naissance d'un plant de bananier jusqu'à la récolte des régimes, leur transport, leur préparation et leur conditionnement. Installe-toi confortablement et reste bien jusqu'à la fin, car chaque étape joue un rôle essentiel dans la qualité finale du fruit. La banane fait partie des toutes premières plantes cultivées par l'humanité. Son histoire remonte à plusieurs milliers d'années, dans les forêts tropicales humides d'Asie du Sud-Est. À l'origine, des espèces sauvages comme la Musa acuminata donnaient des fruits très différents de ceux que nous connaissons aujourd'hui, plus petits, moins charnus et remplis de graines dures qui les rendaient peu agréables à consommer. Au fil du temps, les populations locales ont commencé à sélectionner et à croiser différentes variétés sauvages. Leur objectif était simple mais ambitieux: obtenir des fruits plus riches en pulpe et pratiquement dépourvus de graines. C'est ainsi qu'ont émergé les bananes triploïdes stériles, incapables de produire des graines viables et qui se reproduisent uniquement par voie végétative. Ces bananes, proches de celles que nous mangeons aujourd'hui, ont ensuite été introduites dans les Amériques au XVIe siècle par les explorateurs et colons européens. Elles se sont rapidement adaptées aux climats tropicaux d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, où les sols, la chaleur et l'humidité ont favorisé leur expansion à grande échelle. Cultiver des bananes de qualité peut sembler simple, mais en réalité cela demande une maîtrise technique précise et une surveillance constante. Dans les grandes exploitations modernes, tout commence bien avant la plantation, dans des laboratoires spécialisés. Les producteurs sélectionnent une plante mère saine, résistante et productive, à partir de laquelle seront créés des milliers de plants identiques. Ces plants sont obtenus grâce à une technique appelée micropropagation. De minuscules fragments végétaux sont prélevés, puis cultivés dans un environnement totalement stérile, avec une température, une humidité et une luminosité contrôlées. Ce procédé permet d'obtenir des plants génétiquement identiques, exempts de maladies et parfaitement adaptés à la production intensive. Les jeunes plants passent ensuite environ 7 semaines en serre. Pendant cette période, ils sont arrosés, nourris et surveillés quotidiennement jusqu'à atteindre une hauteur d'environ 40 cm. À ce stade, ils sont suffisamment robustes pour être transplantés en plein champ. Les champs sont soigneusement préparés à l'avance. Le sol doit être riche en matière organique, bien drainé et capable de retenir l'humidité sans provoquer d'excès d'eau. Un accès permanent à la lumière du soleil est indispensable, tout comme une disponibilité constante en eau. Si les précipitations naturelles ne suffisent pas, l'irrigation démarre immédiatement après la plantation. Dans les grandes plantations, on utilise principalement des systèmes d'aspersion ou de goutte à goutte. Chaque plant peut consommer jusqu'à 35 litres d'eau par jour, ce qui représente des volumes considérables à l'échelle d'une exploitation entière. Cependant, trop d'eau peut être aussi néfaste que pas assez. Les racines des bananiers ne doivent jamais rester immergées. C'est pourquoi des réseaux de drainage sont installés pour évacuer l'excédent d'eau, notamment lors des fortes pluies tropicales. Lorsque la plante commence à produire des fruits, elle développe des bractées, de grandes structures foliaires qui protègent les fleurs. À partir de ce moment, la croissance s'accélère et les soins deviennent encore plus importants. Les régimes en formation sont enveloppés dans des sacs protecteurs perméables. Ces protections laissent passer l'air et la lumière, tout en empêchant les insectes d'attaquer les fruits. Elles limitent également les frottements et les blessures causées par le vent, garantissant une croissance plus régulière. Entre la floraison et la maturité, il faut en moyenne 9 mois. À mesure que les fruits grossissent et deviennent de plus en plus lourds, les bananiers sont soutenus par des tuteurs afin d'éviter que le pseudotronc ne casse sous le poids du régime. La fertilisation est réalisée plusieurs fois par an. Les producteurs apportent des nutriments essentiels, contrôlent les mauvaises herbes et surveillent en permanence l'apparition de maladies ou de parasites. Sans ces interventions, la qualité et le rendement chuteraient rapidement. Lorsque les fruits continuent de se développer,
Les fleurs situées à l'extrémité des bananes sont retirées manuellement. Cette opération permet d'obtenir des fruits plus homogènes, tant en taille qu'en poids, facilitant ensuite le tri et la commercialisation. Pour éviter que la sève ne tache la peau des bananes, les régimes restent protégés jusqu'à la récolte. Les feuilles mortes sont éliminées pour réduire l'humidité excessive et limiter la prolifération de champignons. 3 mois après la floraison, les bananes atteignent leur stade optimal pour la récolte. Elles sont cueillies vertes, mais parfaitement formées, prêtes à mûrir progressivement pendant le transport et la distribution. La récolte est réalisée par équipe de 2 personnes. L'un coupe soigneusement le régime pendant que l'autre le réceptionne et le transporte sans choc. Chaque régime peut peser jusqu'à 30 kg, ce qui rend le travail physique et exigeant. Après la récolte, le pseudotronc est coupé, car le bananier ne fructifie qu'une seule fois. Une nouvelle pousse, déjà présente à la base, prendra le relais pour le cycle suivant. Les régimes sont ensuite acheminés par des rails suspendus jusqu'au centre de conditionnement. Là, ils sont lavés, inspectés, découpés en main et triés selon leur taille et leur aspect. L'eau joue un rôle essentiel pour protéger les fruits et éliminer les résidus de latex. Les bananes sont ensuite étiquetées et parfois recouvertes d'une fine couche de cire végétale, destinée à ralentir la perte d'humidité et à prolonger leur fraîcheur. Les déchets végétaux issus de cette étape sont recyclés ou réutilisés. La banane est riche en vitamines C et B6, en fibres et en potassium. Elle contribue au bon fonctionnement du système digestif, fournit de l'énergie et aide à prévenir certaines maladies. La consommation varie fortement selon les régions. En Europe et en Amérique du Nord, elle est d'environ 12 à 13 kg par personne et par an. Dans certaines régions d'Afrique, elle peut dépasser 200 kg par habitant. Au Brésil, la consommation moyenne atteint environ 30 kg par personne chaque année. Et voilà, maintenant vous connaissez le voyage fascinant de la banane, de la pousse jusqu'à sa récolte pour arriver jusqu'à nos rayons de supermarché. Derrière ce fruit que l'on mange tous les jours sans y penser, se cache une industrie gigantesque. Alors dites-nous, la banane est-elle indispensable dans notre quotidien ou cette agriculture doit-elle être repensée? Dites-nous franchement ce que vous en pensez en commentaire. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Mais ne partez pas encore, ce n'est pas tout. La suite de cette vidéo sera tout aussi passionnante. Alors restez avec nous jusqu'au bout. T'es-tu déjà demandé ce qui se cache derrière ce petit flacon de parfum que tu utilises chaque jour? Ce n'est pas seulement une fragrance, c'est une histoire de patience, de précision et une véritable alchimie olfactive. Aujourd'hui, nous allons t'emmener dans un lieu où la magie du luxe naît, goutte après goutte. Derrière chaque parfum se cache un processus complexe, méticuleux et surprenant, qui commence bien avant que ce liquide n'effleure ta peau. Des champs remplis de fleurs aromatiques du sud de la France, jusqu'au laboratoire où les essences sont assemblées comme des œuvres d'art, nous allons révéler chaque étape de cette création. Pourquoi certains parfums coûtent-ils des centaines, voire des milliers d'euros? Quels ingrédients secrets renferment-ils? Et comment une simple goutte peut-elle réveiller tant d'émotions, de souvenirs et de sensations profondes? Aujourd'hui, nous t'ouvrons les portes d'une fabrique de parfums de luxe, une expérience immersive où tradition, science et art se rejoignent dans chaque flacon. Et peut-être qu'après avoir vu cela, tu ne regarderas plus jamais ton parfum de la même façon. Prépare-toi à découvrir la précision derrière chaque arôme, l'histoire contenue dans chaque goutte et l'immense travail qui transforme des fleurs en émotions liquides. Là-haut, sur les collines du sud de la France, il existe un endroit où l'air a une senteur différente, où les levers de soleil réveillent les champs de fleurs et où chaque brise transporte des notes d'histoire. Ce lieu s'appelle Grasse, connu comme la capitale mondiale du parfum. Depuis le XVIIIe siècle, Grasse est le cœur battant de la parfumerie. Ce qui avait commencé comme une industrie du cuir, cherchant à masquer les mauvaises odeurs, s'est transformé en un art de créer des fragrances uniques, devenu l'ADN de maisons légendaires telles que Chanel, Dior et Hermès. Et pourquoi ici? Parce que Grasse possède tout. Un climat méditerranéen idéal, des sols fertiles et des générations entières consacrées à l'art de capturer les senteurs. Dans cette région poussent certaines des fleurs les plus précieuses au monde. La rose de mai, la lavande, le jasmin. Des ingrédients qui ne parfument pas seulement l'air, mais deviennent l'âme des fragrances iconiques. Chaque plante est cultivée avec un soin quasi sacré. Rien n'est improvisé. La période de floraison, l'exposition au soleil, l'irrigation, tout est minutieusement contrôlé. Chaque année,
des milliers de visiteurs se rendent à Grasse pour découvrir le parfum dans sa forme la plus pure. Beaucoup parcourent les champs où poussent les fleurs, visitent des ateliers où l'on distille encore les huiles comme autrefois et apprennent à reconnaître les différentes notes d'une fragrance. Quand tu tiens un flacon de parfum de luxe, tu ne tiens pas seulement une odeur. Tu ressens des siècles d'expérience, des fleurs vivantes et un héritage aromatique transmis de génération en génération. Dans l'univers de la parfumerie de luxe, certains ingrédients ne sont pas seulement essentiels, ils sont légendaires. 3 protagonistes dominent l'histoire olfactive des créations les plus célèbres: la lavande, la rose et le jasmin. La lavande, avec sa couleur violacée et son parfum frais, est bien plus qu'une simple plante décorative. Cultivée dans le sud de la France, elle apporte des notes propres, herbacées et légèrement sucrées. Son huile essentielle est polyvalente et sert de base apaisante dans de nombreuses compositions. Puis vient la reine incontestée du parfum, la rose de mai. Cette variété rare ne fleurit que quelques semaines par an, et chaque pétale contient une richesse olfactive inégalée. Son parfum est floral, doux, avec des accents fruités et une profondeur verte inoubliable. Il faut des milliers de fleurs cueillies à l'aube pour obtenir 1 seul kilo d'huile essentielle. Et enfin, le jasmin. Petite fleur blanche et délicate, mais au pouvoir olfactif immense. Son parfum est sucré, chaud, envoûtant. Considérée comme l'une des essences les plus sensuelles du monde, elle doit être travaillée immédiatement après sa cueillette. Ses ingrédients sont traités comme des trésors. Tout compte: la nature du sol, l'exposition au soleil, la technique de récolte. Dans les maisons de parfumerie de luxe, chaque lot est scrupuleusement analysé et sélectionné. Leur valeur dépasse la rareté. Ils transportent des émotions. La lavande apaise, la rose séduit, le jasmin ensorcelle. Jusqu'ici, tu as découvert les ingrédients qui donnent vie aux parfums les plus iconiques du monde. Mais ce n'est que le début. Si ce voyage au cœur de la parfumerie de luxe te plaît, pense à t'abonner et à laisser un like pour ne rien manquer de la suite. Et dis-nous en commentaire, quel est ton ingrédient préféré dans un parfum? Lavande, rose ou jasmin? On a hâte de te lire. Mais poursuivons, car le processus qui transforme ces fleurs en essence va te surprendre. Récolter les fleurs destinées à un parfum de luxe n'est pas simplement couper des plantes. C'est une véritable chorégraphie, un art où le temps, la technique et l'expérience sont essentiels. Pour la lavande, le moment parfait de la récolte arrive lorsque la fleur atteint son apogée. Trop tôt, l'huile essentielle n'est pas encore développée. Trop tard, sa puissance s'atténue. Les cultivateurs surveillent donc la couleur, la texture et même l'odeur des tiges pour déterminer le moment exact. Pour le jasmin, le processus est encore plus délicat. Ces petites fleurs doivent être cueillies une, à la main, juste au lever du soleil, quand leur parfum est le plus intense. Si la récolte est retardée, une partie de sa force aromatique disparaît. La rose de mai exige elle aussi une attention particulière. Seules les fleurs en pleine ouverture sont récoltées à la main. Et il faut des milliers de fleurs pour produire une quantité infime d'huile. Dans tous les cas, la récolte doit être rapide mais minutieuse. Une fois cueillies, les fleurs sont immédiatement transportées vers les centres de transformation. Le temps entre la cueillette et l'extraction est déterminant. Plus il est court, plus l'huile sera de qualité. Chaque fleur récoltée est une promesse d'excellence. En parfumerie, il n'y a pas de place pour l'improvisation, seulement de la passion, de la rigueur et un profond respect de la nature. Lorsque les fleurs arrivent fraîches à l'usine, commence l'une des étapes les plus fascinantes, la distillation. C'est ici que la matière végétale se transforme en essence pure, que le parfum quitte les pétales pour devenir l'âme liquide du flacon. La méthode la plus traditionnelle, encore très utilisée, est la distillation à la vapeur d'eau. Les fleurs, comme la lavande, sont placées dans de grands alambics en acier. On y injecte de la vapeur d'eau à basse pression, qui pénètre le végétal et libère les huiles essentielles. Le mélange vapeur-arôme traverse ensuite un serpentin réfrigéré, se condense et se sépare en 2 phases, eau et huile. L'huile, plus légère, flotte à la surface et est soigneusement extraite. C'est ce que les parfumeurs appellent l'or liquide. Mais toutes les fleurs ne supportent pas la chaleur. Le jasmin ou certaines roses nécessitent des techniques alternatives comme l'extraction par solvant ou l'enfleurage, une méthode ancienne qui utilise la graisse pour capturer les senteurs. Ces procédés permettent de préserver les notes fragiles que la vapeur détruirait. La durée de distillation varie. Certaines ne durent que 30 minutes, d'autres plusieurs heures. La température, la pression, le temps, tout est réglé avec précision par des experts. Dans certaines maisons de luxe, la distillation se fait en petits lots pour préserver l'intégrité de chaque fleur et assurer une traçabilité totale. Ici, chaque étape est supervisée par des techniciens et des nez expérimentés,
car la moindre erreur pourrait compromettre un lot entier. La distillation n'est pas seulement de la chimie, c'est une véritable alchimie, un article. Sans elle, le parfum tel que nous le connaissons n'existerait pas. Une fois les huiles essentielles extraites et stabilisées, commence l'une des étapes les plus créatives, la composition du parfum. Au centre de ce processus, le maître parfumeur, aussi appelé le nez. Ces artistes possèdent un odorat hors du commun et une mémoire olfactive prodigieuse. Ils savent reconnaître et équilibrer des centaines d'essences comme s'ils composaient une symphonie invisible. Leur formation prend des années, parfois des décennies. Leur laboratoire ressemble à une cuisine gastronomique. Des étagères remplies de flacons, des formules notées et ajustées, des mélanges testés encore et encore. Chaque parfum s'organise en 3 strates. Notes de tête, de cœur et de fond. Trouver l'équilibre parfait peut prendre des semaines ou des mois. Ce qui semble idéal sur le papier ne l'est pas toujours en pratique, d'où des tests constants. La technologie assiste aussi le processus, avec des logiciels spécialisés, mais la décision finale appartient toujours au nez. Une fois la formule choisie, la fragrance est testée sur différentes peaux et conditions. Car un grand parfum ne se contente pas de sentir bon, il raconte une histoire, exprime un caractère et laisse une trace. Un parfum de luxe ne serait pas complet sans son flacon. Élégant, travaillé, raffiné, il est bien plus qu'un simple contenant. Il fait partie intégrante de l'expérience. Tout commence avec le verre, issu d'un mélange précis de sable, de carbonate de sodium et de calcaire, fondu à 1500 degrés Celsius. Le liquide en fusion est découpé en gouttes identiques, soufflé à l'air comprimé pour prendre leur forme. Chaque moule correspond à un modèle de flacon, des plus sobres aux plus ornés. La précision est essentielle. La moindre imperfection peut ruiner l'ensemble. Chaque pièce est contrôlée avant de passer au polissage thermique, qui donne au verre son éclat lisse et brillant. Puis vient le refroidissement lent, évitant les fissures. Mais le design n'est pas qu'esthétique. Il doit protéger la fragrance, permettre une vaporisation fine et agréable, et tenir confortablement en main. Même la couleur du verre est pensée pour refléter la personnalité du parfum. Avant même de le sentir, le flacon nous parle déjà. Quand la fragrance a atteint sa maturité et que le flacon est prêt, vient l'étape de l'embouteillage. Chaque flacon est d'abord nettoyé à la perfection pour éliminer toute particule. Ensuite, des machines de haute précision remplissent la quantité exacte, au millilitre près. Puis vient la pose de l'atomiseur, ce petit mécanisme qui transforme le liquide en nuage parfumé. Ici, aucune erreur n'est tolérée. Une fois scellé, le flacon reçoit son étiquette, parfois gravée ou sérigraphiée, et dans les maisons les plus prestigieuses, même personnalisée. Enfin, il est placé dans son coffret, conçu pour protéger, mais aussi pour refléter l'esprit de la maison. Dans certaines fabriques, jusqu'à l'étape finale de fermeture se fait encore à la main, assurant un ajustement parfait. Chaque détail est contrôlé, car dans le monde du parfum de luxe, rien n'est laissé au hasard. Au-delà de son odeur, un parfum a le pouvoir de transformer notre état d'esprit et la façon dont nous nous présentons au monde. Ce n'est pas seulement sentir bon, c'est un langage émotionnel. L'odorat est directement lié au système limbique, siège de la mémoire et des émotions. C'est pourquoi une senteur peut nous ramener en un instant à un souvenir, une personne ou un moment. Porteur, un parfum peut apaiser, donner confiance, séduire. C'est aussi une forme d'expression personnelle. Douceur, force, sensualité, tout passe par les notes que l'on choisit. Des études montrent même que certaines senteurs influencent la perception sociale, rendant une personne plus attirante ou digne de confiance. Un parfum ne nous accompagne pas seulement, il nous représente. Derrière chaque flacon de parfum de luxe se cache bien plus qu'une simple odeur. Ce sont des champs entiers de fleurs, des mains patientes, des scientifiques et des artistes réunis pour transformer la nature en émotion. Chaque étape, de la récolte à l'embouteillage, témoigne d'un engagement envers l'excellence, la beauté et la tradition. Porteur, un parfum de luxe, c'est porter une histoire faite de notes, d'émotions et de siècles de savoir-faire. Alors, la prochaine fois que tu vaporiseras ta fragrance favorite, souviens-toi de tout ce qui a été nécessaire pour créer cet instant. Ce n'est pas un simple produit, c'est de l'art, de la science et de la passion en flacon. Et si tu as trouvé ce voyage aussi fascinant que nous, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager et de t'abonner pour découvrir encore plus de secrets du luxe. On se retrouve très vite.